Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Dieu de Doc, toujours en trio avec la charmante Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Mickaël. Comment ça va Aurore? Ça va. Aurore, on est toujours, comme d'habitude dans cette émission, avec le docteur Epstein. La dernière fois, nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Nous vous avions demandé quel était le sujet que vous auriez aimé aborder lors de la prochaine émission. Vous nous avez envoyé plein d'idées, nous avons sélectionné pour vous un sujet. Ce soir, nous allons parler avec le docteur Epstein et Aurore de l'obésité. Bonsoir, docteur Epstein. Bonsoir à vous. Comment Bonsoir. ça va? Bon, ça va très bien. Nous préparons Noël dans la joie, le bonheur et l'allégresse. C'est un décor de post-Hanouka ou de Noël que vous avez derrière vous? Les deux, mon capitaine, hein, parce que j'ai chez moi des serviettes, des décorations Hanouka et des décorations de Noël. D'où l'intérêt d'être à cheval entre deux cultures. Eh bien, en tout cas, c'est très très joli. Ce soir, nous allons parler avec vous de l'obésité, un sujet qui touche beaucoup de monde. On va en parler. D'abord, docteur Epstein, la toute première question, la plus classique et la plus évidente. Qu'est-ce que l'obésité? Alors, l'obésité, encore une fois, ça répond à des valeurs qui sont très strictes. Parce que on ne peut pas définir d'une manière très subjective, toi t'es gros, toi t'es maigre, toi t'es normal. Alors, on a besoin quand même de savoir un peu où se situer et où classer les gens par rapport à une échelle de valeurs. Alors, il y a un rapport qui s'appelle le Body Mass Index, donc l'indice de masse corporelle, qui est le rapport du poids sur la taille au carré. Alors, c'est pas non plus le meilleur moyen de pouvoir quantifier l'obésité, puisque vous avez des personnes qui ont naturellement des masses musculaires très importantes et qui vont avoir un IMC qui va être un peu élevé, mais qui sera faussement élevé parce que c'est du muscle qui prend le relais. Alors, il y a une autre manière aussi de quantifier ça, c'est de mesurer le périmètre ombilical. Alors, en ce qui concerne l'obésité et l'IMC, on peut mettre ça en plusieurs strates. Jusque 25, ça va. De 25 à 30, on commence à être en surpoids. De 30 à 35, 30, 35, 40, on est en obésité de type 1. Et au-delà de 40, alors là, c'est l'obésité de type 2, c'est l'obésité morbide, où là, on a vraiment des gros problèmes à se faire. En ce qui concerne le périmètre ombilical, on accepte jusqu'à 94 cm pour un homme, rentre ton ventre, ouais, et jusqu'à 80 cm pour une femme. Voilà. Alors Les dites-nous, définitions de l'obésité. docteur, quelles sont en général les causes de l'obésité? On imagine bien que c'est une alimentation peut-être un peu trop déséquilibrée. On entend, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des causes psychologiques? Parce que parfois on entend, bah oui, mais il mange pour compenser, ou elle se sent pas bien, elle mange. Tout est forcément relié qu'à la nourriture, ou il y a aussi des causes physiologiques? Alors déjà, on va couper la tête tout de suite à une rumeur que j'entends régulièrement dans mon cabinet. C'est pas de ma faute, c'est mes gènes. Ça, c'est très controversé et surtout, on s'est rendu compte que ça touchait peut-être que 1 à 2% des obèses. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une remarque féminine, souvent, ça, hein, docteur Epstein. C'est ouais, pas ouais, moi, non, c'est mais mes gènes. attends, moi, je vais en visite à domicile chez les gens. Les grands-parents sont en surpoids, les parents sont en surpoids, le gamin en surpoids et le chien est aussi en surpoids. Je ne suis pas sûr que les gens partagent beaucoup de gènes avec leur chien. Donc, les obésités héréditaires sont quand même très exceptionnelles. Maintenant, la cause, bon, évidemment, une alimentation beaucoup trop riche, surtout en sucre, hein, en gras, une sédentarité, donc les gens qui passent leur temps sur une chaise et qui se bougent pas trop. Il y a des maladies qui peuvent provoquer l'obésité, comme par exemple un dérèglement hormonal qui s'appelle la maladie de Cushing, où on peut avoir une répartition un petit peu particulière de la graisse. Et évidemment, comme vous le dites très justement, les troubles psychologiques, qui peuvent aller jusqu'à des troubles psychiatriques, avec des périodes de boulimie, des gens qui sont effectivement mal dans leur vie, mal dans leur peau, et qui compensent par une alimentation surtout sucrée, parce on pourra faire un jour une émission sur le sucre. Le sucre, c'est effectivement bien une drogue, parce que ça stimule un médiateur qui s'appelle la dopamine, et la dopamine, c'est un peu l'hormone du plaisir. Donc voilà, c'est les causes les plus évidentes, et puis aussi, c'est les causes socio-économiques. Parce qu'on sait que malheureusement, les gens qui sont des CSP, donc des catégories socio-professionnelles plutôt basses, sont plus obèses que les catégories socio-professionnelles plus élevées. Alors, pour quelle raison?
Bah, c'est plus Simplement parce facile que les d'acheter un CSP++, paquet de pâtes. Mhm. bah voilà, c'est ça. Et en plus, ils sont plus sensibles aux messages de prévention, plus sensibles également à une alimentation plus équilibrée. Ils ont peut-être aussi plus le temps de pouvoir se faire à manger de manière un peu intéressante. Ils ont les moyens de pouvoir manger bio. En revanche, les CSP, un petit peu bas. Malheureusement, pour eux, acheter une pizza surgelée, des Smarties ou des trucs, vous savez, ce qu'on peut trouver du bas de gamme, forcément, c'est plus rapide, on fait chauffer le four et hop, là, on mange des chips devant la télé. Donc, malheureusement, les causes socio-économiques sont absolument identifiées et il faut absolument également y remédier par des gros messages de santé publique et leur expliquer que ça coûte pas plus cher d'acheter les haricots verts et les éplucher que d'acheter un sachet de chips. Docteur Epstein, vous avez dit, en parlant de la nourriture, vous avez parlé de la nourriture grasse, vous avez parlé du sucre. Une question qui m'a traversé l'esprit, est-ce qu'on a tendance à plus grossir en mangeant gras ou en mangeant sucré? Moi, je serais tenté à vous dire que ce qui va faire plus grossir, c'est le sucre. Le sucre, c'est vraiment les trucs le plus redoutable qui soit. D'ailleurs, on voit bien, quand vous avez des diabétiques de type 2, dès lors qu'on commence à leur demander de manger moins sucré, ils commencent très rapidement à perdre du poids. Et puis, ce qui fait surtout grossir, c'est une des raisons pour laquelle il y a plus d'hommes en surpoids que de femmes, entre autres, c'est l'alcool. Parce que n'oubliez pas que l'alcool, c'est du sucre. La fermentation, l'alcool, c'est une fermentation du sucre. Donc le sucre est un ennemi redoutable qui fait terriblement grossir. Et d'ailleurs, dans le monde, on parlera tout à l'heure un peu d'épidémio et de chiffres, il y a une épidémie qui nous fait très peur, c'est l'épidémie de diabésitie. C'est-à-dire que vous prenez le diabète, l'obésité, vous faites un seul mot, la diabésitie, c'est-à-dire que l'obésité, malheureusement, fait l'antichambre du diabète avec toutes les complications qui sont inhérentes au diabète. Alors dites-nous, on en a un tout petit peu parlé. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de... Donc vous nous avez dit qu'il y a plus d'hommes qui sont touchés que les femmes. Pourtant on a souvent tendance, comme nous l'a drôlement rappelé Mickaël, à croire que les femmes mangent plus de sucre que les hommes et qu'elles elles sont souvent plus émotives et qu'elles vont avoir plus tendance à manger du sucre que les hommes. C'est quoi ces propos sexistes? Ah, c'est pas un propos sexiste. Je me pose des questions pas médicales. Ce qui est très curieux au niveau de l'épidémiologie, c'est que vous avez 40% des hommes qui sont en surpoids pour seulement 25% des femmes. En revanche, quand on parle d'obésité morbide, c'est-à-dire aux alentours de 40, c'est kiff-kiff bourricot, c'est-à-dire que c'est 16% des hommes et 16% des femmes. C'est-à-dire que les hommes sont plus en surpoids que les femmes, mais il y a une égalité entre l'obésité morbide quand on est vraiment avec des IMC au-dessus de 40. Alors maintenant, pourquoi les hommes sont plus en surpoids que les femmes? Je pense qu'il y a l'alcool qui joue énormément, qui rentre largement en cause, qu'il y a la sédentarité. Probablement que les femmes sont beaucoup plus actives que les hommes, font beaucoup plus de choses dans une journée. Quand le type bosse à son bureau, il a les fesses assises à sa chaise toute la journée. Le soir, il rentre, le petit whisky devant la télé. Alors que sa femme, toute la journée, si elle ne travaille pas, on est bien d'accord, une femme au foyer va avoir une activité, mais alors débridée, parce que je pense que vous savez aussi bien que moi que la vie d'une femme au foyer, c'est pas de tourpeau. Et peut-être aussi que les femmes sont plus sensibles à tout ce qui est le sport, le fitness, des activités un petit peu sportives qu'on peut faire hors du travail, alors que les hommes sont plus pizza, télé et foot. Foot, c'est du sport, on est fan de sport aussi, mais d'une autre manière. Alors, vous en avez parlé, je voudrais juste rebondir. Est-ce que, par rapport aussi au Covid qu'il y a eu, donc c'est depuis 2 ans, et par rapport au développement qu'il y a eu avec le télétravail, est-ce qu'on a observé une augmentation de... Oui. Notamment, on a vu beaucoup de diabétiques qui étaient très déséquilibrés. Alors, on dit oui parce qu'ils vont moins consulter. Ça, vous savez, quand je regarde un peu mes chiffres de consultation, il y a eu 10 jours où c'était morne pleine. Quand chez nous en France, on nous a dit « Ah, faut pas sortir ». Donc 10 jours où les gens n'ont pas consulté, ensuite les gens sont revenus consulter tout à fait normalement. En revanche, oui, alors la sédentarité et le Covid, le télétravail et le Covid ont eu 2 conséquences. La première conséquence, c'est effectivement des surcharges pondérales. La deuxième conséquence qui est connexe et qui n'a pas vraiment rapport avec l'obésité, mais dont on peut parler, c'est que les gens n'ont plus envie de bosser.
Oui, ça n'a rien à voir. Ben non, ils sont restés très longtemps chez eux à travailler, ils se sont rendus compte que c'est vachement sympa de travailler chez eux, et ils n'ont plus très envie d'aller au bureau. Voilà. Docteur Epstein, vous avez parlé de la différence entre les hommes et les femmes. Vous avez donné même des chiffres. Vous êtes médecin de famille, je le rappelle, donc vous recevez également des jeunes, voire des très jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus d'enfants ces dernières années en surpoids que également les décennies précédentes? Alors, je pense que vous, en tant que pédiatre, vous serez mieux placé que moi pour en parler. Bon, moi j'ai une grosse activité pédiatrique aussi, enfin bon, une activité pédiatrique quand même. Je me rends compte déjà que les bébés sont de plus en plus gros, sauf ceux qui sont allaités. Enfin, on en a déjà parlé précédemment. Les bébés sont de plus en plus gros parce que, je sais pas, on leur donne l'impression qu'il faut les gaver. Et les ados sont aussi gros, font moins de sport, ils passent du temps devant les consoles, devant la télévision, à s'envoyer des chips et du Nutella. Et forcément, nous, quand j'étais gamin, il y a quelques années, c'était avant-hier, quand j'ai du temps libre, j'allais jouer au foot ou au tennis avec mes potes sur le terrain vague. Là, maintenant, les gamins, ils font plus ça du tout. Déjà, bon, je pense que les parents ont un petit peu la trouille de les laisser partir seuls. Et deuxièmement, parce que c'est quand même plus sympa de jouer à FIFA sur sa console plutôt que de jouer au foot quand il pleut, quand il neige. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu le mal de ce début de siècle où les gamins, effectivement, préfèrent jouer sur les consoles plutôt que d'aller dehors. Et résultat des courses, ils dépensent moins, ils crament moins de calories. Parce qu'il faut bien comprendre un truc simple. L'alimentation, c'est des maths. C'est-à-dire que tous ceux qui me disent « Oh là là, moi, rien qu'en regardant la bouffe, je grossis ». Alors j'ai dit écoutez, je vais mettre ma voiture devant la pompe à essence, je vais demander de regarder la pompe à essence et je vais remplir le réservoir uniquement comme ça. C'est n'importe quoi. Si vous voulez, si vous apportez plus de calories que vous n'en dépensez, forcément, vous allez grossir. Si vous apportez autant de calories que vous en dépensez, vous allez avoir une balance qui sera neutre. Et en revanche, si vous dépensez plus que vous n'apportez, forcément, vous allez maigrir. Donc, c'est vraiment très simple. Et ça, c'est un discours qu'on essaye de faire comprendre à nos patients. Ils ont beaucoup de mal parce que c'est pas du tout le discours qu'ils ont envie d'entendre. Vous savez, il y a les gens qui sont en surcharge de poids, dès qu'on commence à aborder le sujet, alors c'est très touchy parce qu'il faut vraiment y aller avec des pincettes. Il faut attendre que le sujet soit abordé par eux-mêmes plutôt que leur rentrer vraiment directement dedans parce que c'est quand même des choses qui sont un peu dures à vivre, que je peux parfaitement concevoir. N'empêche que quand on les entend, ils mangent rien. Je comprends pas, me disent-ils. Je mange rien et je suis obèse. Alors, j'ai une question par rapport à ce que vous dites, par rapport aux mathématiques. Pourtant, parfois, on met des familles, ou pas des familles, par exemple, un couple, il décide de se mettre, de manger la même chose. Pourtant, il y a l'organisme de l'un et l'organisme de l'autre ne fonctionnent pas pareil, ne réagit pas pareil. Il y a quand même parfaitement raison. Une différence. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même métabolisme de base. Le métabolisme de base, si vous voulez, c'est le nombre de calories que l'on doit dépenser pour faire tourner la machine. Minimum. C'est-à-dire que si on vous met sur une chaise et on vous regarde un petit peu ce que vous dépensez comme énergie, que ce soit pour faire fonctionner vos fonctions vitales, la respiration, la digestion, tout ce genre de choses, c'est donc un chiffre, on sait que ça dépense à peu près entre 1500 à 2000 calories par jour. Il y a des gens pour qui c'est plus, et il y a des gens pour qui c'est moins. Donc, forcément, il y a une petite inégalité par rapport à ça. Puis il y a d'autres maladies également, notamment je pense au syndrome NASH, qui s'appelle le non-alcoolique stéatose hépatique, où c'est des foies qui sont gras, chez des gens qui ne boivent pas une goutte d'alcool, mais simplement il y a des mutations génétiques qui ont eu lieu et qui font que, je pense que c'est une expression que vous avez tous entendue, que tout leur profite. C'est-à-dire que quoi qu'ils mangent, ils grossissent. Et d'autres, ils peuvent manger des tonnes et des tonnes, ils vont grossir. C'est-à-dire que forcément, il y a un moment ou un autre, la balance va s'inverser, mais ça sera plus difficile. Mais d'une manière générale, le message qui est le plus important à faire passer, et ça, les gens ont du mal à le comprendre, et pourtant c'est vrai, il est plus facile de maigrir que de grossir. Il est plus facile de maigrir que de grossir. Est-ce que vous On maigrit plus vite qu'on grossit. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ça? C'est-à-dire que si je vous mets dans une cave au pain sec et à l'eau, vous allez perdre du poids rapidement. Ça va pas faire long feu. En revanche, si vous voulez prendre du poids, vous n'allez pas prendre 5 kilos avant que vous preniez de la flotte. 5 kilos en 15 jours. En revanche, perdre 5 kilos en 15 jours, c'est tout à fait possible.
voit qu'il n'est jamais venu manger chez toi, Aurore. Non, mais si, je sais, parce que j'ai une amie en l'occurrence qui veut grossir parce qu'elle est extrêmement maigre. Et je sais qu'elle a beaucoup de mal, c'est très difficile. Elle a beau se gaver de. Enfin, je ne sais pas son métabolisme, comment il fonctionne, en tout cas pas comme le mien. Mais je sais qu'elle a beaucoup de mal. Et je sais que c'est beaucoup plus difficile pour elle de grossir. Mais regardez, les boxeurs, quand ils sont en surpoids, je ne parle pas un surpoids pathologique, mais en surpoids sur la balance parce que ça leur fait changer de catégorie, ils doivent perdre 3-4 kilos, les types en une semaine, ils les perdent. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, vous savez, il y a aussi un proverbe, parce que la médecine, il y a beaucoup de proverbes, c'est la règle des 3. On ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer. On ne peut pas rester plus de 3 jours sans boire, mais on peut largement rester plus de 3 mois sans manger. Bien. Regardez, il y en a bien, quelque part par chez vous, il est resté 40 jours sans manger. Hein. Il a mal fini Je ne sais aussi. pas si vous le connaissez. On va parler, docteur Epstein, des complications. Vous nous avez expliqué, je vais un petit peu synthétiser tout ce qu'on a déjà dit. Donc, on ne grossit pas de par de l'air, ce n'est pas forcément génétique, même s'il pourrait y avoir éventuellement des prédispositions. On grossit par un surplus de calories consommées plus que dépensées, et on atteint des situations où on est en surcharge pondérale. Vous avez parlé donc de l'indice de masse corporelle jusqu'à 25, vous avez dit c'est bien, entre 25 et 30, on est en surcharge. Au-delà de 30, l'obésité, puis vous avez parlé de 35, l'obésité sévère, et puis au-delà de 40, morbide. Ouais. Là, j'ai résumé ce que vous nous avez dit. On se retrouve dans une de ces situations-là. Quelles sont les complications de l'obésité? Est-ce que l'obésité en soi, c'est dangereux? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Oui. Il y a plusieurs types de complications. La première complication, naturellement, elle est métabolique, c'est le diabète. Parce que c'est le diabète de type 2, le diabète gras, ce qu'on appelle l'insulino-résistance, c'est-à-dire que les cellules graisseuses sont tellement grosses, sont tellement remplies de gras, que l'insuline n'arrive plus à les stimuler de manière à faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc le diabète avec ses complications qui sont quand même connues, notamment les complications vasculaires, rénales, au niveau des yeux, etc. etc. L'obésité provoque de l'hypertension artérielle, forcément, parce que il y a une charge de poids un peu trop importante pour que le cœur puisse assurer un débit normal. Donc tous les problèmes cardiovasculaires qui sont inhérents à une surcharge de poids et une surcharge de gras, hein, les coronaropathies, les artères qui se bouchent avec des dépôts de cholestérol. L'ostéoporose. Alors ça, c'est une chose qui est assez étonnante, parce qu'on a toujours cru que les femmes maigres, qui avaient donc des index de masse corporelle très bas, faisaient de l'ostéoporose. Ça, c'est un fait établi. Mais les femmes en surcharge de poids font autant d'ostéoporose. Parce que, justement, il y a un problème hormonal qui peut se mettre en marche également avec une surcharge de poids. Vous avez des cancers qui peuvent survenir également, malheureusement, avec l'obésité. Alors, ça touche essentiellement les femmes. Hein. Les cancers du sein et de l'endomètre. L'obésité peut provoquer également une infertilité. Ça, c'est comme dramatique. Déjà, c'est pas marrant d'être en surcharge de poids ou en obésité morbide, mais en plus d'avoir des difficultés d'avoir un enfant. Et puis, naturellement, des problèmes mécaniques. Hein. Votre corps, si vous faites à peu près 1m50, 1m60, il est fait pour porter un poids de 50 kg, 50-55 kg. Si vous êtes à 80, il y a 25 kg sur les articulations. C'est ce que je dis souvent aux gens. Si je vous mets un sac avec 10 kg de cailloux dans le dos, le jour où je vous les enlève, vous allez voir comme vous allez être content. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ont pris du poids progressivement, mais s'ils perdent 10 kilos, les gens me le disent. Je respire mieux, je dors mieux, j'ai une vie sexuelle quand même qui est plus épanouie, parce que ça aussi, ça donne des troubles de l'érection chez les hommes. Perdre du poids, on se sent quand même nettement mieux. Et puis, un autre problème aussi, c'est les problèmes respiratoires, parce que naturellement, le gras comprime les poumons, et la cerise sur le gâteau, c'est l'incontinence urinaire, également mécanique, parce que la charge de poids, notamment au niveau abdominal, ça comprime la vessie, et puis ça donne des troubles de la rétention d'urine. Dr Epstein, vous nous avez établi une liste de complications qui, pour la plupart, sont évidentes, quand vous avez parlé de diabète, d'hypertension, de problèmes mécaniques, et j'en passe. Et vous avez évoqué, je voudrais revenir quelques secondes dessus, sur l'obésité et le cancer chez la femme. Vous pouvez juste un petit peu nous expliquer, parce que ça, le lien pourrait paraître moins évident pour nos téléspectateurs. C'est tout à fait un problème hormonal avec les oestrogènes, parce qu'on sait notamment
Vous savez, les femmes, par exemple, font plus de maladies de système, enfin des maladies auto-immunes que les hommes, parce qu'il y a justement cette implication au niveau des oestrogènes. L'obésité chez la femme, de la même manière, va donner des troubles de la sécrétion des hormones féminines, notamment des oestrogènes. Et à ce moment-là, vous savez, on sait très bien que dès qu'on a un dérèglement hormonal, on peut parfaitement être plus sujet à faire certains cancers comme le sein et l'endomètre. Par conséquent, il est absolument très important d'aller voir son médecin et surtout, ensemble, de réussir à perdre du poids. C'est-à-dire que pour répondre à une question que vous m'avez posée tout à l'heure, Aurore, l'obésité, il faut la considérer comme une maladie. C'est-à-dire que les gens qui disent « je suis gros, je m'en fous », non, c'est pas possible. Alors attendez, il y a gros et gros. Hein. C'est-à-dire oui, bien sûr. Si vous avez un IMC à 26, 27, on ne va pas vous embêter. En revanche, quand vous commencez à flirter dans les 35, 30, 35, voire au-dessus de 40, là, il y a un problème. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il n'y aura jamais aucune personne qui a un IMC supérieur à 30, qui est donc dans la catégorie obèse, qui peut vivre heureux, sans maladie, sans complications. Mais il peut vivre très heureux. Bah maintenant, de toute façon, c'est ce que je dis aux gens. Après, c'est un problème de choix. Vous savez très bien que si vous avez un IMC supérieur à une certaine valeur et que vous êtes en surcharge de poids, vous allez malheureusement amputer votre espérance de vie d'une manière significative. Maintenant, c'est votre choix. J'ai compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amende pour les gens qui sont en surcharge de poids. Est-ce qu'on est capable de mettre en relation les gens obèses avec le taux de mortalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que c'est Bien une sûr. cause de mortalité? C'est pas l'obésité en elle-même. L'obésité, c'est toutes les complications qui sont inhérentes et secondaires à l'obésité. Le diabète, les problèmes cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension. Oui, si vous voulez, c'est un facteur, ce qu'on appelle une comorbidité. Hein, c'est-à-dire que ça fait qu'aggraver un peu les choses. Hein. Mais vous savez, quand on parlait d'alimentation, j'ai fait un peu deux, trois recherches quand même, parce que je prépare un peu mes sujets. Vous savez quel est le pays au monde où il y a le plus d'obèses? Non. Les îles Cook. Oh. 50% de gens sont en surcharge de poids. Israël, 25,3. Vous êtes 55e. Nous, les Français, avec 23,9, nous sommes 65e sur 150. Et le pays qui est le dernier, c'est le Japon. Ils n'ont que 3% d'obèses. Et je pense que les 3% d'obèses au Japon, ce sont les sumotori. Et est-ce que par rapport à l'origine, d'où on vient, ça joue aussi sur l'obésité? On sait que les Chinois, les Japonais, c'est pas des natures, c'est pas des gens qui sont gros de façon. C'est uniquement l'alimentation. À cause de leur alimentation, mais est-ce que bien entendu, l'alimentation japonaise, je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, mais c'est énormément de poissons, des soupes, des légumes, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas de choses bizarres. Les Chinois, en revanche, sont obèses. Hein. Ils sont en surcharge de poids, les Chinois. Alors, il y a des personnes, il y a une histoire qui est terrible, c'est les Esquimaux. Tant que les Esquimaux vivaient tranquillement dans leur coin, il n'y avait pas d'obèses. Dès que la culture occidentale est arrivée, là, à ce moment-là, il y a eu des obèses. Ce qui prouve bien qu'effectivement, il y a quand même une participation un peu héréditaire à ce niveau-là. C'est le même cas également des Indiens d'Amérique. Avant que les Américains ne les... leur taille des croupières et leur dit d'aller un petit peu dans leur coin, ça allait. Depuis qu'ils sont dans leur réserve, il y a un taux d'obésité qui est terrible. De toute façon, les États-Unis sont le 17e pays avec plus de 34% de gens en surcharge de poids. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà aux États-Unis, vous commandez une salade, vous avez un saladier. Hein. Et puis on vous sert à gogo les boissons sucrées. Hein. À propos de ceux qui prennent l'émission en cours, je voudrais rappeler ce que vous avez dit il y a quelques minutes, Dr Epstein. Vous avez dit que c'est plus facile de maigrir que de grossir. Alors justement, est-ce que maigrir par un régime, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer? Comment ça se passe dans votre consultation? Alors avant de parler dans un second temps de la sanction chirurgicale, la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, le problème, si vous voulez, c'est qu'il serait plus facile de faire aller un chrétien à la mosquée que de lui faire changer ses habitudes alimentaires. Hein. Alors là, en revanche, les habitudes alimentaires, elles sont totalement ataviques. Hein. Elles sont ancrées dans les gènes, ancrées dans les traditions. Regardez, les gens qui sont dans le sud sont souvent un peu moins gros que les gens dans le nord, parce qu'ils ont une alimentation qui est un peu différente. Il y a plus de poissons, plus de légumes et ce genre de choses. Alors que dans le nord de la Loire, en France,
il y a plus de cochons, plus de viande, plus de pommes de terre, plus de gruyère. Enfin bon, voilà, on a une alimentation qui est un peu plus riche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué, hein, c'est limiter la charge calorique, c'est-à-dire essayer d'évaluer un peu quelle est la charge calorique de ce que l'on mange et diminuer. Alors, il y a des trucs tout bêtes. Il y a le régime MLM. Vous connaissez le régime MLM? Non. C'est mange la moitié. Ah, pas mal. Mange la moitié. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des grandes assiettes, vous mettez des petites assiettes. C'est un truc tout bête, mais votre cerveau ne va pas faire la différence. Si vous mettez une très grande assiette et une petite et une quantité à peu près naturellement qui ne sera pas la même, votre cerveau va être un peu trompé et vous êtes vite rassasié. Le problème aussi, c'est qu'on mange trop vite, beaucoup trop vite. Notamment, c'est ce qui se passe dans les fast-foods. Hein. Fast-food, nourriture rapide. Or, entre le moment où vous commencez à manger, le moment où l'estomac se remplit et envoie un message au cerveau en disant « Hey, ça se remplit, tu peux arrêter », il faut compter à peu près une demi-heure. Or, en France, tout au moins, la moyenne d'un repas en France est 10 minutes. Donc forcément, vous mangez en 10 minutes, vous avez encore faim. Et un quart d'heure après, vous allez encore traîner dans le frigo pour grignoter un truc. Vous savez, nos grands-mères, elles l'avaient bien compris, hein, avec le gros potage très chaud en entrée. On prenait plus son temps et on mangeait moins, tout simplement. Puis le potage remplissait un peu l'estomac. Donc il faut prendre son temps en mangeant, limiter la taille des assiettes, ça c'est très important. Et puis, naturellement, éviter de manger sucré, éviter de manger trop gras, manger des légumes, du poisson, au moins 2 fois par semaine. Les fromages, pas trop affinés, mais plutôt des fromages frais. Bon, après ça, vous trouvez ça dans n'importe quel site de régime. Non, il y a un truc dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Ça marche du feu de Dieu. C'est rester à peu près entre 16 à 18 heures sans manger. C'est-à-dire que vous prenez un petit déjeuner, vous mangez pas à midi et vous mangez un peu plus tard le soir. Et là, on perd du poids. C'est quoi, le jeûne, comme le jeûne intermittent, c'est ça? C'est ça, ouais, le jeûne. Moi, si vous voulez, qui suis beau, jeune et svelte, ça fait des années que je ne mange pas à midi. Je mange le matin, mais bien le matin. Le matin, c'est tartine, fromage, du poulet. Enfin voilà, je mange très bien le matin. Midi, je ne mange pas et le soir, je mange raisonnablement. Et dites-moi, donc puisqu'on parle régime, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est hyper facile de perdre 5 kilos en... Ah, j'ai pas dit que c'était facile. Non, vous avez dit c'est plus facile. Attention, j'ai pas dit que c'était plus facile. Plus rapide. Il faut plus rapide. On perd plus qu'on ne prend. D'accord. Plus vite, pardon, qu'on ne prend. Ma question, c'est, donc aujourd'hui, on prend une personne X qui a 20 kilos à perdre, par exemple. Donc, c'est sûr que quand on s'y met et qu'on se dit j'ai 20 kilos à perdre, c'est un peu fastidieux, il va falloir changer ses habitudes alimentaires. Ok, allez, je suis décidée parce que j'ai n'importe quoi, il y a du diabète, il y a des complications de santé, etc. Il faut s'y mettre, j'ai vu avec mon médecin, etc. Souvent, on entend j'ai commencé un régime hyper drastique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais oui, c'est là le problème. Alors voilà, c'est ma question. C'est là le problème. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parfois faire des régimes un peu plus permissifs plutôt que de faire des régimes drastiques parce que ça va... Il ne faut pas faire un régime. C'est pas le terme. Faut pas faire un régime. Il faut changer ses habitudes. Tout casser et tout recommencer. C'est-à-dire que, regardez, je vous parle encore de mon cas. Moi, ça fait des années que je ne mange pas à midi. C'est-à-dire que j'ai complètement, sauf quand je suis en vacances, naturellement, là, les choses sont différentes. Mais en activité normale, professionnelle, je ne déjeune jamais. Parce que je trouve que c'est une perte de temps et qu'entre midi et 2, on peut abattre beaucoup plus de travail qu'en restant du temps dans un restaurant, par exemple. Mais je ne fais pas ça pendant 15 jours. Je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, on les change tout le temps. Alors, il vaut mieux, comme dit un copain cardiologue, manger très léger comme un pauvre la semaine et le week-end, là, vous faites plaisir. Docteur Epstein, en Israël, on travaille beaucoup de façon, sur le plan médical, on va dire compartimentée, et on travaille beaucoup avec des nutritionnistes et des diététiciens ou des diététiciennes. Est-ce que c'est le cas également dans votre région, où le médecin de famille gère un petit peu tout ça à sa sauce? On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, donc c'est un peu notre boulot. Le souci, c'est que les médecins généralistes, d'une manière générale, sont très peu formés à ce genre de choses. Et par conséquent, le problème, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est en surcharge de poids, qui a 20 kilos à perdre. Ne lui dites surtout pas, vous allez perdre 20 kilos. Commencez à lui fixer des objectifs qui sont raisonnables. 3 kilos, 4 kilos,
allez, on perd 10% du poids. Quelqu'un qui a 105 kilos, vous lui dites dans un mois, 2 mois, il faut être en dessous de 100. Donc des objectifs qui sont totalement atteignables. Et après, on s'en fixe d'autres. Si vous lui dites, il faut perdre 30 kilos, le gars, si vous voulez que je vous dise, il va pas y arriver, quoi. Il va vite baisser les bras. Alors que c'est jouable. Vous avez aussi utilisé le mot, si je ne me trompe pas, traitement-sanction en parlant de la chirurgie, puisque c'est quelque chose qui existe de plus en plus pour les personnes en obésité morbide. Ouais, morbide, ouais. Et de plus en plus accepté, de plus en plus demandé aussi par les patients. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit peu un mot, les différents types de chirurgie et leurs complications éventuelles? Écoutez... et le résultat déjà, aussi. Pourquoi la chirurgie? Parce que déjà, ça va plus vite. Alors, il y a deux situations. Il y a la situation, naturellement, où il y a une obésité morbide, où là, il faut aller vite, parce qu'il faut faire perdre du poids aux gens, parce que justement, on doit intervenir ailleurs, et on sait très bien que les gens qui ont beaucoup trop de gras totalement autour du ventre, si on doit les opérer à ce niveau-là, le problème, c'est qu'ils vont faire des abcès de paroi. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple d'opérer quelqu'un de mince que quelqu'un de gros. Il y a souvent plus de complications post-opératoires, notamment au niveau anesthésique, chez quelqu'un qui est en surcharge de poids. Puis après, il y a du confort. Les gens viennent nous voir en disant, t'es jeune, hein, 25, 30 ans, j'ai tout essayé, tous les régimes, ils ont fait des régimes yo-yo, ils perdent 3 kilos, ils en prennent 10, enfin bon. On est un peu dans une impasse thérapeutique parce que on n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'eux n'y arrivent plus, ils sont démoralisés, et puis naturellement, c'est un cercle vicieux qui est épouvantable. C'est que moins ils ont le moral, plus ils mangent, plus ils grossissent, moins ils ont le moral, etc., etc. Donc, on peut proposer ce qu'on appelle la chirurgie de l'obésité. Il y a plusieurs techniques. Alors, avant, on posait un anneau pour réduire un petit peu la taille de l'estomac et de manière à provoquer une satiété qui est plus rapide. Maintenant, on fait des bypass. Pardon ? Ça ne se fait plus, l'anneau ? Beaucoup de moins en moins. Maintenant, l'anneau gastrique, on en fait de moins en moins. Alors, ça évolue très vite. Hein. Alors, le bypass, c'est court-circuiter un peu l'estomac de manière à ce que le bol alimentaire aille directement vers l'élimination plutôt que l'absorption. Qu'est-ce que c'est exactement le bypass ? C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le trajet normal, on prend ce qu'on appelle une voie de délestage, c'est-à-dire qu'on va plus vite. Un bypass, c'est un pontage. C'est-à-dire qu'on fait, au lieu d'aller comme ça, vous bypassez, vous passez au-dessus d'un endroit de l'organisme, du tube digestif, où il y a la plus grande partie de l'absorption, notamment de tous les aliments, de manière à pouvoir perdre plus vite. Et ça marche très bien. D'accord. Et tout le monde est... problèmes. Oui. Mais allez-y. Tout le monde est éligible au bypass à partir du moment où on est obèse ? Il y a un trajet quand même, il faut aller voir un psy, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes. Hein. C'est des réseaux particuliers, il faut quand même qu'on soit sûr de son coût, il faut que les gens soient sûrs de leur coût aussi, parce que il y a quand même des problèmes. Alors les problèmes, déjà il y a un problème esthétique. Si vous perdez 40 kilos en une semaine, ou peut-être pas une semaine, en un mois, parce que ça va très très vite, hein. Ils fondent, mais c'est spectaculaire. Le problème c'est que la peau, elle est là. Hein. Donc je vous laisse imaginer la peau qui pendouille partout, c'est quand même pas très agréable. Après, il y a une possibilité de chirurgie plastique de manière à reprendre un peu cette surcharge de peau, cette peau qu'il faut retendre. Et puis les autres problèmes, c'est que on va à l'encontre de la physiologie. Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir des carences. Alors, il y a des carences, notamment une vitamine qui s'appelle la vitamine B12, qui est absorbée au niveau de l'estomac. Mais si vous bypassez l'estomac, la vitamine B12, elle est plus absorbée. Donc, il faut faire des injections de vitamine B12 régulièrement. La vitamine B12 est une vitamine qui est fondamentale dans la genèse des globules rouges et donc dans le bon fonctionnement du sang. Il y a des nutriments qu'il faut donner. Il faut quand même faire des bilans sanguins réguliers. Et puis, c'est spectaculaire la vitesse à laquelle ils perdent. Et puis, le problème, dites-vous bien une chose, quand c'est coupé, c'est coupé. Ah, c'est irréversible. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas super fan de ce genre de choses, sauf s'il y a vraiment une situation de comorbidité qui est un peu urgente et où il faut intervenir rapidement. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a aussi une dictature de la mode. C'est-à-dire qu'il faut être mince. Si vous n'êtes pas grand, svelte, élancé, ça va pas. Donc tout le monde va ressembler au mannequin. Au mannequin caché clic qu'on peut voir défiler quelquefois sur les podiums. Alors on leur explique un peu. Bon alors, il y a l'obésité morbide quand on est donc au-delà de 40, et puis il y a la surcharge de poids
qui n'est pas vraiment dramatique à partir du moment où on fait un peu attention et on stabilise. Ce qui est important, c'est rester stable et pas que ça s'aggrave. Nous, on n'est pas victime de la mode, on veut juste être beau et svelte comme vous, docteur Epstein. Ouais, ouais, ouais. Je, Et je- jeune, et jeune, et jeune. et jeune. Je rebondis. Et je Bon. rebondis sur ce que vous disiez. Vous n'êtes pas fan des interventions chirurgicales. Bon, il y a le bypass, vous l'avez dit, il y a aussi la gastrectomie, la sleeve gastrectomie. Est-ce que vous avez des patients qui ont eu un changement au niveau du moral une fois qu'ils ont perdu du poids? Je précise ma question. On a tendance à dire que les gens en ont bon point. Je ne vais même pas parler d'obésité. C'est des gens qui aiment bien vivre, de bonne humeur, toujours joyeux. Et ces mêmes personnes, quand ils ont passé ce type d'intervention, parfois perdent cette joie de vivre et ont parfois même des problèmes de morale. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Oui, absolument. Alors, il y a deux types de problèmes. Le problème, c'est l'image de soi. Si vous perdez du poids très vite, il faut 3 ans avant que votre image change. C'est-à-dire que la manière dont vous vous voyez. Sont des gens, quand ils ne se reconnaissent pas. Donc c'est un énorme problème d'identité. Quand pendant 30 ans, vous avez vécu en surcharge de poids et que du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain, vous perdez 30 kilos, l'image que vous renvoie le miroir ou les vitrines dans la rue ne ressemble pas du tout à celle que vous avez en tête. Alors, ce qui est rigolo, ce sont des gens qui continuent à s'acheter des fringues trop grandes. Parce que pour eux, c'est ancré qu'ils font du 42 ou du 44 ou du 46, alors qu'ils sont passés à du 36. Donc c'est assez curieux. Ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Vous avez des gens qui prennent du poids, après ils continuent à s'acheter des machins qui vous dînent parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils ont pris du poids. Maintenant, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on... Et puis, les gens qui font ça, non seulement, je trouve, vous avez parfaitement raison, après le côté, ouais, chouette, enfin, je perds du poids, déjà, ils se rendent compte que c'est irréversible. Ils se rendent compte aussi que c'est pas très joli. Parce que bon, tant qu'on est habillé, ça va, mais après, il faut repasser chez le chirurgien plasticien de manière à remodeler le corps. Et puis, troisièmement, c'est comme très contraignant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a comme des trucs à prendre, des traitements à suivre, qui sont quand même pas non plus totalement anodins. Et puis, effectivement, il y a un côté un peu ce qu'on appelle l'hédonisme, hein, le plaisir de vivre, le plaisir d'être, qui disparaît à ce moment-là. Hein. Ils mangent moins. Bon. Et alors j'ai une question avant de passer à la chirurgie et après le régime. Est-ce qu'il y a des médicaments encore qui existent contre l'obésité? Ah, non, on n'a pas le droit de dire ce mot? Non, parce qu'il y en avait. Ouais. On a connu des médicaments. Là. Il y avait l'isoméride qui a été retiré rapidement du marché, qui était un coup de frein il y a 20 ans maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que ça donnait des complications respiratoires qui n'étaient pas neutres. Naturellement, il y a eu le célèbre Mediator de chez Servier qui a été aussi retiré du marché parce que les gens le prescrivaient comme coup de frein, alors que ce n'était pas du tout initialement un coup de frein, mais des médicaments qu'on donnait pour le diabète, pour faire baisser les triglycérides. On a eu droit à un truc qui s'appelait l'Acomplia, qui faisait maigrir, mais les gens se suicidaient, justement, parce qu'on leur coupait tous les plaisirs. Donc, c'est des grosses dépressions. Alors, vous avez des types, on leur filait l'Acomplia, puis après, il fallait leur donner du Prozac. Donc, ça faisait des histoires, hein, quand même. Hein. Bon, c'est un peu idiot. Il y a un truc qui n'est pas remboursé. Alors, lui, qui est redoutable, ça s'appelle le Xenical. Je ne sais pas si ça existe en Israël. C'est un médicament qui a une action purement mécanique, parce que ce sont des gélules qui sont remplies de microbilles qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui captent le gras et empêchent au gras de rentrer dans les cellules et dans le corps. Le problème, c'est que le gras, il faut bien qu'il s'élimine quelque part. Alors? Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Vous imaginez par où ça s'élimine. Hein. Donc, vous avez des diarrhées graisseuses épouvantables. Et puis vous payez cash. Hein. Vous prenez un comprimé de Xenical et vous mangez un foie gras. Alors là, c'est une catastrophe. Hein. Vous avez une diarrhée pendant 3 jours. C'est du gras. Hein, c'est cool. Donc, ça existe. Il y a certaines personnes qui en prennent. Il n'y a pas trop d'effets indésirables, parce que c'est une action purement mécanique. Mais sinon, des traitements de l'obésité médicamenteux, non, il n'y en a plus. Docteur Epstein, si on devait apporter une conclusion à cette émission sur l'obésité, on l'a parcourue depuis sa définition, on a fait un petit peu d'épidémiologie également, sur ses conséquences, sur ses traitements. Quelle serait votre conclusion à vous sur ce sujet? J'aurais tendance à dire alors déjà 2 choses. Le poids de forme, au-delà de l'IMC, c'est le poids dans lequel on se sent le mieux. Bon, on se
sent à l'aise, on se sent heureux. Il y a des gens qui sont en surcharge de poids, qui se sentent très bien et on va certainement pas les embêter à partir du moment où il n'y a pas de complications graves. Je parle toujours des IMC qui sont inférieurs à 40, hein, bien entendu. Je pense que le message le plus important, c'est que on peut y arriver. Vous savez, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que personne n'est mort de faim depuis 2000 ans dans la région. Hein. Dire que il y a une tradition, alors en Israël aussi j'imagine et en France également, naturellement en France, qui est un pays de la gastronomie, où il faut manger. C'est-à-dire que manger, c'est un signe de bonne santé. C'est-à-dire que plus vous allez manger, disons, quand l'appétit va, tout va, etc. Il faut un peu casser ce dogme et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que la bouffe dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plaisirs qui sont totalement différents, qui sont tout aussi agréables, tous les plaisirs naturellement, au-delà de la nourriture. Et il faut surtout passer comme message qu'il faut, si on décide de faire un régime, il ne faut pas faire de régime ponctuel. Ça, c'est voué à l'échec. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire que moi, je leur dis, c'est les gens qui font un Ducan, les régimes hyperprotéinés, alors vous avez le droit au régime banane, le régime ananas, le nouveau régime carotte, il faut bouffer des carottes toute la journée. Ah bon, c'est des trucs complètement grotesques, parce qu'ils font ça pendant 15 jours, ils vont perdre 5 kilos et ils vont en prendre 10 après. Il faut changer les habitudes alimentaires, c'est tout réapprendre. C'est-à-dire réapprendre à faire ses courses, réapprendre à faire à manger, réapprendre à faire ses courses après les repas et jamais à jeun. Parce que forcément, quand vous faites vos courses à jeun, vous avez plus tendance à vouloir faire à manger. Reprendre plaisir à cuisiner, des choses simples, revenir un peu aux fondamentaux, un peu ce que faisaient nos grands-mères, et arrêter surtout de manger de la nourriture transformée. Déjà, c'est pas bon, c'est dégueulasse, et en plus, c'est bourré d'additifs, et c'est hyper cancérigène. Donc, revenons-en aux fondamentaux, et surtout, réapprenez à faire à manger. Et à se dépenser et faire du sport et faire à un peu d'exercice dépenser physique, bien entendu. toute l'énergie dépensée qu'on a récoltée à table. Docteur Epstein, comme d'habitude, on vous remercie pour toutes ces explications toujours très claires. D'ailleurs, les téléspectateurs de Tandem TV vous remercient. On reçoit énormément de messages pour nous dire que l'émission du doc est extrêmement intéressante et on ne vous a pas encore transmis les remerciements. C'est cette fois chose faite. On se retrouve, je pense, pour la prochaine en 2022, toujours avec vous, Dr Epstein, et Aurore à mes côtés, pour un nouveau sujet que vous, téléspectateurs, allez évidemment nous transmettre. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Dr Epstein, encore une fois. Merci, Aurore. Bonsoir. Et à très vite. Bonsoir à vous. Merci, Ciao. docteur. À Au très revoir. bientôt.